première diapositive, évidemment, c'est une diapositive de clinicien, à savoir qu'il y a de l'usage chez certains, avec du plaisir, de l'abus chez quelques-uns de ces usagers, et finalement une dépendance. Et l'idée que je propose là pour cette matinée, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes modulateurs qui vont intervenir sur les deux étapes. Dans la première étape, il y aurait un phénomène de plaisir qui serait lié à la dopamine et à tout ce qu'on a raconté sur la dopamine, le système mésolimbique, le système mésocortical, le système de récompense, l'aire tegmentale ventrale, etc. Et puis une deuxième étape, quand on va passer de l'abus à la dépendance, eh bien une deuxième étape qui va faire appel à des neuromodulateurs qui sont en amont du système dopaminergique, en l'occurrence la noradrénaline et la sérotonine. Donc ça m'arrange bien, ça fait 3 modulateurs qui sont en interaction, et puis comme ça, on peut essayer de fabriquer quelque chose qui peut ressembler éventuellement à un modèle. Alors, première diapositive, tout le monde la connaît, mais elle est fondamentale parce que c'est celle qui nous a fait tous, les neuroscientifiques, plonger dans une histoire qui, à mon avis, n'est pas une bonne histoire. À savoir, c'est le travail de Wolfram Schultz à Fribourg, qui enregistre l'aire tegmentale ventrale d'un singe et qui, vous voyez, au moment où il lui propose une goutte de jus de pomme, qui lui arrive dans la bouche de façon aléatoire, eh bien, il y a ces neurones à dopamine dans l'aire tegmentale ventrale qui sont activés. OK. C'est assez extraordinaire de voir que cette sensation de plaisir, parce que le singe adore le jus de pomme, peut entraîner ce type de phénomène. Et puis, deuxième type d'expérience, 1 seconde avant l'arrivée de la goutte de jus de pomme, le chercheur, Wolfram, allume une lumière rouge. Et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain nombre d'expériences qui ont été répétées, eh bien, ce n'est plus la goutte de jus de pomme qui active les neurones à dopamine, c'est la lumière rouge. Ça, c'est important, ça veut dire qu'en fait, c'est le signal qui va devenir l'élément crucial et que nous avons tous une sorte de chaîne de signifiants dans notre univers mental qui fait que lorsque l'on voit quelque chose, on a une sorte d'idée annonciatrice de la récompense. Et dans ce cas-là, Wolfram l'a fait aussi, si on met la lumière rouge mais qu'on ne met pas la récompense, eh bien on s'aperçoit qu'au moment de la récompense, il ne se passe rien, mais dans les 250 millisecondes qui suivent, il y a frustration, il y a une baisse de l'activité des neurones à dopamine, le singe est frustré. Et cette frustration, eh bien, elle a permis à certains, à tous presque, de penser, y compris moi, de penser que c'était ça la toxicomanie, à savoir qu'on a le signal, on n'a pas la récompense, on a une baisse dépression du système à dopamine, il y a donc une frustration, il faut absolument compenser. Et là, il y a un problème de fond. D'une part, ça ne dure que 250 millisecondes. Or, si la frustration ne durait que 250 millisecondes chez un toxicomane, ça se saurait, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est quand même super important, c'est que le jus de pomme n'a jamais été une drogue qui déclenche de la dépendance, de l'addiction. Ce n'est pas toxicomanogène. Donc il va falloir essayer de se débrouiller avec ça pour essayer de sortir de cette idée que c'est la dopamine qui ne fonctionne plus. Alors, pourtant, on a des éléments clairs, on a cette dopamine, elle est libérée par toutes les drogues qui déclenchent de la dépendance. Amphétamine, morphine, héroïne, cocaïne, tabac, alcool, toutes ces drogues qui déclenchent de la dépendance chez l'homme, elles entraînent la libération, pas de tout, de dopamine qui n'est quand même qu'un des 100 neuromédiateurs du système nerveux central. Et ce n'est pas le GABA, ce n'est pas le glutamate qui fonctionne dans ces cas-là. On a toujours cette coïncidence. Et puis le deuxième point important, c'est le circuit de la récompense. Alors le circuit de la récompense, bien, il a été bien décrit dès les années 54, on le connaît, il y a un certain nombre de structures, et on sait que si on stimule le circuit de la récompense avec la dopamine, on obtient du plaisir. Donc là, on est bien dans un modèle qui colle, à savoir le toxicomane est quelqu'un qui prend du plaisir, qui en prend de plus en plus, qui abuse un peu, puis qui après ne peut plus s'arrêter. Donc c'est un type qui n'est pas capable de contrôler sa frustration. C'est un peu ce que disait Philippe tout à l'heure. Oui, bon. Mais sauf que quand on enregistre les neurones à dopamine, on n'obtient pas tout ça. Alors les neurones à dopamine, tout le monde les connaît, mais je les montre quand même. Aire tegmentale ventrale ici. Là, c'est un cerveau de rat, mais chez l'homme, et ça c'est super important en fait, c'est qu'en fait, tous ces systèmes de modulation, quelle que soit l'espèce, ils sont extraordinairement communs. Quand on va chercher la cholécystokinine, le GABA, le glutamate, il y a des différences entre le chat, le singe, le rat, c'est différent. Quand on va regarder les neurones à dopamine, noradrénaline, sérotonine, c'est extraordinairement constant. On est toujours des corps cellulaires dans le mésencéphale, l'aire tegmentale ventrale,
Et c'est pareil pour la noradrénaline dans le locus céruleus, etc. Donc c'est quelque chose qui est important, qui est très divergent. Et puis on a un certain nombre de structures de l'avant du cerveau, cortex préfrontal, le cortex cingulaire, évidemment le noyau accumbens, le septum. Tout ça, ce sont des structures qui font partie du fameux circuit de la récompense, cortex frontal, hippocampe, amygdale, septum. On a toujours dit, si on libère la dopamine dans le circuit de la récompense, il y a du plaisir. Donc c'est le premier niveau d'accrochage. C'est à peu près vrai, sauf que, en l'occurrence, pour qu'il y ait vraiment du plaisir, et c'est intéressant, il ne faut pas qu'il y ait de la libération de dopamine dans toutes les structures. Il y a une structure, en particulier l'amygdale, il faut qu'il y ait plutôt une diminution. Donc il y a une sorte d'équilibre qui se met en place, de façon à ce que l'hypothalamus, qui est ici, qui est dans une chambre noire et qui ne reçoit aucune information directe de l'environnement, que cet hypothalamus ait une information, lorsqu'il y a stimulation de la dopamine, en général, une information comme quoi tout va bien, même si par ailleurs, tout va mal. Donc ça c'est clair, on ne peut pas revenir là-dessus. Un type qui prend un produit, il a des tas d'ennuis par ailleurs. Au moment où le produit agit, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème particulier. Il est capable de maintenir un état de satisfaction, même si par ailleurs ça va mal. Mais cet état va disparaître au moment où le produit disparaîtra. Donc on est vraiment en lien avec un phénomène pharmacologique. Dernière expérience par rapport à la dopamine qui va vraiment foutre un peu la pagaille. La cocaïne, on sait, bloque la recapture de dopamine. C'est génial. Ça augmente la libération de dopamine dans la fente synaptique. Donc la cocaïne fonctionne en bloquant la recapture de dopamine. Il n'y a pas de problème. On peut faire de l'auto-administration sur des animaux qui vont mettre leur museau dans un trou, activer un ordinateur, une pompe d'injection, et hop, la cocaïne va être injectée chez l'animal. On peut faire de l'auto-administration, on compare le trou actif au trou inactif, et comme ça, on peut faire la différence. Ça marche parfaitement bien. L'animal, ça auto-injecte de la cocaïne. Et là, ce n'est pas un modèle d'addiction, cette auto-administration. C'est un modèle de plaisir. L'animal ressent une satisfaction par rapport à cette cocaïne. Même chose pour la place préférence. Je pense que tout le monde connaît. En tout cas, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, je n'aurai pas le temps. Mais la place préférence, c'est la même chose. On injecte à l'animal un produit agréable dans une zone. Et quand on le laisse tranquille, il retourne dans cette zone en disant pourvu que ça revienne. C'est encore du plaisir. Ce n'est pas de l'addiction. On est toujours sur la dopamine. Et d'ailleurs, tout le monde travaille sur la dopamine, ou presque. La plupart des chercheurs neurobiologistes travaillent sur la dopamine parce que c'est évident, c'est super intéressant. Alors, donc, on fait ça sur ces animaux, et puis on fabrique, je dis on, mais en fait, c'est une équipe franco-américaine, avec Bruno Giros, entre autres, qui a fabriqué pour la première fois des animaux qui n'ont plus de système de recapture de la dopamine. Un animal qui n'a plus de système de recapture de la dopamine, c'est génial. Normalement, il devrait être insensible à la cocaïne, puisque la cocaïne marche en bloquant la recapture de dopamine. On lui retire son système de recapture à cet animal. Il est un peu nerveux, il faut dire, parce qu'il a des taux de dopamine qui partent dans tous les sens. Il craque. Si on claque des doigts, il part comme une bombe pendant un quart d'heure. Mais il est vivant. Il est vivant, et puis on peut le mettre dans une situation d'auto-administration. Et là, on s'aperçoit, et ça c'est quand même un gros problème, on s'aperçoit que chez les animaux sauvages, on a une auto-administration qui est normale, et chez les animaux qui n'ont plus le système de transport de la dopamine, il y a toujours une auto-administration de cocaïne. Ça, normalement, on aurait dû se poser des questions. Alors, évidemment, les réponses, c'est toujours les mêmes. Oui, mais il y a une mutation, donc il y a une modification, il y a une compensation, donc peut-être, etc. C'est quand même assez lourd comme histoire. C'est lourd, et ça laisse penser qu'il y a peut-être d'autres systèmes qui interviennent. Et évidemment, la cocaïne, ça bloque la recapture de noradrénaline, ça bloque aussi monsieur Guillaume le sait, ça bloque aussi la recapture de sérotonine. Et en l'occurrence, on peut imaginer de passer à un autre modèle, c'est-à-dire que, ben oui, jusqu'à maintenant, la dopamine, ok, parfait, on a travaillé sur le plaisir, on a travaillé sur l'usage vers l'abus, ouais, mais pour arriver à l'addiction, il va falloir passer un peu plus loin. Alors ça, je vous propose ce modèle rapidement, les afférences sensorielles avec un relais thalamique, on va dans le cortex. Il y a des associations visuelles, auditives, somatosensorielles, tout ça est associé. Et puis, simultanément avec ces entrées sensorielles, il y a une activation noradrénaline, sérotonine, on le sait, ça dure 30 millisecondes. Quand je claque, quand je fais ça, 30 millisecondes après, vous avez une activation noradrénergique, puis sérotoninergique. Ici, tout le monde se rend compte, et finalement, le traitement final va jusqu'au cortex préfrontal, et il y a une activation dopaminergique qui décide de la sortie comportementale à partir d'une hiérarchie cortico-sous-corticale. Donc la sortie comportementale est en principe adaptée à l'entrée
aux entrées sensorielles après un traitement qui va passer par le cortex et qui va être modulé par les systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques. Alors, rapidement, pour vous montrer quand même que ce modèle, il n'est pas complètement, il n'est pas sorti de nulle part. On a quand même fait un certain nombre d'expériences. Donc ici, vous avez l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens, le cortex préfrontal, la dopamine qui part soit dans le cortex, soit dans l'accumbens. On sait que si on donne des drogues, on déséquilibre cet équilibre cortico-sous-cortical en faveur du noyau accumbens et l'animal est hyperactif. L'animal est hyperactif et on peut mesurer cette hyperactivité. On peut la mesurer avec ce type de système où vous avez un corridor circulaire et puis là vous avez des cellules photoélectriques qui permettent de mesurer l'activité. Et là, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il va se passer quelque chose qui a été découvert pendant les années 73, mais qui a complètement transformé l'idée qu'on peut se faire du système. Si vous donnez une première injection à un animal, l'amphétamine, vous mesurez son activité locomotrice, vous voyez, elle est là, il n'y a pas de problème. Le deuxième jour, la même dose, vous êtes là. Le troisième jour, la même dose, vous êtes là. Le quatrième jour, la même dose, vous êtes là. Alors, c'est quand même assez incroyable. Ça monte. Normalement, ça devrait descendre puisque ça devrait se désensibiliser. C'est le contraire. On a une sensibilisation comportementale. Il se passe quelque chose dans le cerveau. Et puis on va le laisser se reposer, on va lui permettre de revenir à l'état initial. On va arrêter l'amphétamine, on va le laisser tranquille. On va le laisser 1 mois ou 2 mois. Et puis, 1 ou 2 mois après, les mêmes animaux, on les reprend, on leur injecte la même dose et on est là. Donc, 2 mois après, 1 mois, 3 mois après la fin de la 4e injection, on a modifié le cerveau de telle façon que la récompense, quel lapsus, que la réponse est totalement perturbée dans le sens d'une augmentation. Les inhibitions, on s'en fiche un peu, parce que il peut y avoir des tas de raisons d'une inhibition, mais une augmentation au même produit, à la même dose, dans les mêmes conditions, c'est assez étonnant. Alors ça, bon, à l'époque, c'était en 73, tout le monde a dit c'est la dopamine, encore qu'on ne la connaissait pas bien, non, pas en 73, en 80, 90. En 92, des expériences ont été faites, elles ont montré que la dopamine ne changeait pas chez ces animaux. Et en fait, nous, on avait cette idée que la noradrénaline était en amont de la dopamine, et parce qu'elle est là, la noradrénaline, vous voyez, le locus est ici, elle va contrôler la dopamine, la noradrénaline va aussi contrôler au niveau du cortex, et donc on a fait l'hypothèse que c'était la noradrénaline qui changeait, et effectivement, ce qui a été réalisé par Lucas Salomon, Christophe Lantéry au laboratoire, c'est que si vous prenez des animaux qui se sont pris 4 injections d'amphétamine que vous attendez. Vous voyez ici leur activité locomotrice, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, vous avez la libération de noradrénaline, non plus dans le noyau accumbens, tout le monde regardait l'accumbens, mais dans le cortex frontal. Donc, il y a cette libération. Ce qui veut dire effectivement qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une dérégulation des systèmes noradrénergiques, en l'occurrence dans le cortex frontal. Et puis je vous ai dit, ça dure longtemps, on fait la même expérience en laissant les animaux 1 ou 2 mois, on refait la même expérience, l'activité locomotrice est la même, la sortie noradrénergique corticale est elle aussi complètement activée. Alors, je vous passe les détails. Simplement, la noradrénaline projette sur le système sérotoninergique, qui lui-même projette sur le système noradrénergique. On est allé voir la sérotonine et on a obtenu exactement la même chose, aussi bien en comportement qu'en libération de sérotonine, à savoir que des injections répétées d'un produit, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai montré l'amphétamine, mais c'est pareil avec la cocaïne pour la sensibilisation comportementale, c'est pareil avec la morphine, avec l'héroïne, c'est même pareil difficile avec l'alcool, pas toujours, ça marche pas toujours, c'est pas aussi clair qu'avec les psychostimulants, mais on arrive aussi à avoir ça. Donc ce phénomène a l'air d'avoir lieu pratiquement avec toutes les drogues qui déclenchent de la dépendance. Donc la dépendance, ça serait cette deuxième étape, passage de l'état d'abus à l'état de dépendance, avec une modification non plus de la dopamine, on s'en fiche, elle a fait son boulot, elle nous a amenés à l'abus, c'est plutôt ensuite que ça se passe. Alors, je résume, puisque j'arrive à mes 20 minutes, je crois, je résume. Vous avez ici la dopamine qui va dans le noyau accumbens. Ça, c'est le circuit schématisé de la récompense. Et puis, vous avez ici une projection corticale qui va dans l'aire tegmentale ventrale. Et puis, vous avez ces 2 systèmes qui sont en amont. Le noradrénaline qui va dans le cortex, sur le système glutamatergique, et la sérotonine qui va aussi sur les mêmes cellules et qui donc contrôle la dopamine. Alors ça, c'est important. C'est qu'effectivement, pour arriver à la dopamine, il faut passer soit par la sérotonine, soit par la noradrénaline, soit par les 2. Il faut
qu'il y ait quelque chose qui se passe en amont. Et c'est effectivement ce que font presque toutes les drogues. Elles interviennent soit sur l'un, noradrénaline, soit sur l'autre, sérotonine, avant d'activer la dopamine en finale. Donc, ces systèmes sont activés, et je vous l'ai dit, la noradrénaline contrôle le système sérotoninergique du RAFé par l'intermédiaire des récepteurs alpha 1B, peu importe, ça c'est pour les forts. Et puis, de l'autre côté, la sérotonine contrôle la noradrénaline par l'intermédiaire des récepteurs 5-HT2A. Bon, ça on le sait, on l'a montré, mais c'est ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les deux systèmes sont ensemble. Et ce qu'on propose et ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, si vous répétez les injections, vous perdez le contrôle noradrénergique de la sérotonine et vous perdez le contrôle sérotoninergique de la noradrénaline. Et le résultat, c'est que la noradrénaline est activée, c'est ce que j'ai montré, la sérotonine l'est aussi, les deux sont activés ensemble, et ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait une sorte de découplage entre le système noradrénergique et le système sérotoninergique. Et la conséquence de ce découplage, eh bien, c'est une activation sérotoninergique et une activation noradrénergique qui est très forte. En absence de produit, il n'y a plus cette régulation. Le système est découplé. Le toxicomane, nous proposons qu'il soit découplé. Donc il n'y a plus cette régulation, ce qui fait que la moindre émotion va entraîner une activation du système noradrénergique, comme tout à l'heure, une augmentation de l'activité du locus qui ne sera pas contrôlée par le sérotonine. La sérotonine s'en fout. Donc la métaphore que je propose, c'est le sprinter, c'est la noradrénaline, le coureur de fond, c'est la sérotonine. Ils sont reliés par une ficelle, ils courent autour d'un stade, vous leur injectez du produit, ils courent ensemble, ils sont synchronisés, et progressivement, la réinjection du même produit de façon répétée va faire que ce lien, cette ficelle qu'il y a entre les deux, qui fait que quand le sprinter est fatigué, c'est le coureur de fond qui le tire, et quand le sprinter se met à courir, c'est le coureur de fond qui le ralentit. Ce système-là se défait, puisque les systèmes sont synchronisés. Il n'y a plus de lien entre la noradrénaline et la sérotonine, et chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Donc quand il y a une émotion, on ne peut plus la contrôler. Quand il y a une impulsion, la noradrénaline ne fait plus son boulot, la sérotonine n'est pas activée comme elle devrait. On ne contrôle ni l'impulsion, ni le désir. Donc on se trouve dans une situation extrêmement difficile à supporter. La seule façon de supporter, à mon avis, ce genre de situation, c'est de reprendre du produit. Parce que le produit va recréer la situation de lien qui a entraîné la déliaison. Mais le produit va faire que ça va repartir de façon synchronisée et que pendant son action, eh ben c'est cool, on est bien. On est bien jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et à ce moment-là, il faudra recommencer puisque c'est insupportable de vivre dans une situation, si vous voulez, de découplage. Donc, ça, c'est la fin. Là, je vous ai raconté un peu toute ma vie, mais maintenant, on a quand même des nouveaux résultats. On se rend compte que ce qui crée ce découplage, c'est en fait une dissociation des systèmes de régulation présynaptique. C'est-à-dire tous ces freins noradrénergiques, les freins sérotoninergiques ne marchent plus. Mon temps est fini. Bon, j'ai pratiquement terminé. Et ces systèmes ne marchent plus. Et c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte après, quand on fait la littérature, que le cataprésent, qui est utilisé pour essayer de calmer les toxicomanes, même si ce n'est pas un médicament qui marche très très bien, le cataprésent, c'est un agoniste des récepteurs alpha-2A. C'est-à-dire justement celui qui va permettre d'éviter cette activation noradrénergique insupportable. Donc ça fait du bien. Ça ne guérit pas, ça fait du bien. Mais ça fait du bien parce que ça évite que la noradrénaline parte comme une bombe. C'est insupportable d'avoir une noradrénaline qui part comme une bombe, parce que normalement, en physiologie, elle est en permanence contrôlée. Elle ne part pas, elle ne va pas trop. Les émotions, c'est sympa, mais pas trop. Et c'est ce que n'arrivent pas à supporter, vraisemblablement, ceux qui se sont découplés. Donc, j'en arrive maintenant à mon camarade. Vous avez pu remarquer que nous avons la même veste parce que nous faisons équipe d'une certaine façon. On a fait des efforts techniques. Pardon ? Quelle harmonie ? Quelle harmonie ? Ben oui, ben justement. Donc vous avez eu le versant chercheur, vous allez avoir le versant clinique avec Jean-Luc Venisse. Donc, et puis après, on va pouvoir s'engueuler tranquillement parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Je sais ce qu'il va dire, il sait ce que j'ai dit, mais on a des différends. Mais on a l'habitude, ça fait plusieurs années que ça dure. Donc j'espère qu'il le prend bien. Bon, oui, d'accord. Et qu'il n'a pas changé d'avis. Non, et donc, juste pour terminer, pour aller vers la clinique doucement, il
avant de lui passer la parole, je reprends ce schéma usage, abus, dépendance avec la dopamine qui est là, puis la noradrénaline et sérotonine qui seraient découplées. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, la noradrénaline et la sérotonine, ce n'est pas indépendant, c'est la noradrénaline et la sérotonine qui vont activer la dopamine. Il faut d'abord qu'il y ait ça pour obtenir ça. Mais en fait, moi, ce que je propose, c'est que le jus de pomme qu'on a vu au début, le jus de pomme, il active directement la dopamine. Et ça, on le sait. On le sait parce qu'on sait que le sucre est un produit qui va directement activer les neurones dopaminergiques. On n'a pas besoin de passer par la noradrénaline et la sérotonine. Ça va direct. Donc ça, c'est du jus de pomme. C'est donc l'usage-abus, c'est le plaisir. C'est le chocolat dont on parlait notre camarade tout à l'heure, ou le macaron de la durée. Et qu'il a fait très bien. Et donc, c'est ça. C'est ce plaisir-là. Et les fraises aussi, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais là, on est dans un autre niveau, et c'est à ce moment-là qu'il y a une dérégulation qui est beaucoup plus pénible et qui va entraîner des phénomènes, qui va être dû aux drogues d'abus. Alors me direz-vous, c'est puisque c'est ça dont va nous parler Jean-Luc Vénis, qu'en est-il du jeu ? Eh bien, du jeu, moi, je dis, eh bien, ce que fait le jeu, c'est qu'il n'est pas capable de créer le découplage. Donc le jeu n'est pas toxicomanogène en tant que tel, puisque quand on étudie les joueurs, on s'aperçoit que 60% sont des tabacodépendants, 60%, ce qui fait plus que 100, sont des alcoolodépendants, et puis 30%, on peut avoir des troubles psychiques d'un autre ordre. Donc ça fait que ces gens qui vont devenir addicts au jeu, dont va nous parler Jean-Luc Vénis, vraisemblablement, sont des gens qui sont effectivement des toxicomanes d'une certaine façon, mais ce n'est pas le jeu qui a déclenché la toxicomanie. Ils étaient toxicomanes avant, pour la plupart, avant de jouer, et ce que fait le jeu, c'est qu'il les soulage. Il les soulage en créant justement cette synchronisation noradrénergique, sérotoninergique par l'émotion. L'émotion des deux systèmes, elle est suffisamment forte pour qu'ils soient soulagés par le jeu. Voilà. Et maintenant, je vais lui passer la parole pour qu'il essaye de me dire que tout ça, c'est du bidon. Mais...